Et c'est parti. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce septième webinaire Charles.co. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, le thème, c'est la sexualité et le sommeil avec les liens qu'il y a l'un avec l'autre. Ce soir, donc, du coup, il y a le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin Bonsoir tout le sexologue. monde. Si vous êtes habitué, vous voyez un petit peu qui est cette personne. Et il y a aussi le docteur Rémi Lombard, qui est médecin et spécialiste du sommeil, qui va pouvoir nous éclairer sur le sommeil. Et donc, du coup, les deux ensemble, ça fait sommeil et sexualité, et donc les liens. Bonsoir à tous. Merci de vos petits messages. Léger rappel sur charles.co, et on va vous expliquer un petit peu pourquoi on parle de sommeil aussi ce soir. Pour ceux qui ne connaissent pas, charles.co, c'est une plateforme de téléconsultation aujourd'hui en santé sexuelle. Donc, on peut faire des téléconsultations avec des médecins par téléphone, visio ou par messagerie. Et on a aussi tout un suivi. C'est-à-dire qu'on travaille sur du contenu sur le blog, sur notre chaîne YouTube. Je vous enverrai les liens au fur et à mesure. Et il y a aussi des programmes qui existent. Enfin, tout ça, on va vous en parler. Et Charles.co évolue. Et donc, du coup, on va pouvoir traiter de nouveaux problèmes de santé, dont le sommeil. Et ce sera le docteur Rémi Lombard ici présent qui va nous accompagner pour ça. Et normalement, à partir de lundi prochain, vous devriez pouvoir voir tous ces changements sur le site. Donc, vous êtes les premiers à être au courant, en espérant que ça va vous plaire et que ça va vous servir. Bonsoir Alan, toujours au rendez-vous. Donc, du coup, pour vous expliquer un petit peu les règles, parce que vous êtes très nombreux ce soir, le but du webinaire, c'est qu'on a récolté toutes vos questions en amont. Vous pouvez aussi nous écrire sur le chat et en questions privées si vous voulez rester anonyme. Donc, on a fait une synthèse de tout ça. Donc, on va parler sommeil, on va parler sexualité, parce qu'il y a quand même des questions qui nous ont été posées et ça nous tient à cœur d'y répondre. Et on va poser aussi des questions sur sommeil et sexualité ensemble. Donc, du coup, on va commencer par ça, si ça vous dit, Rémi et Gilbert. La sexualité est-elle favorable pour le sommeil? Et le sommeil est-il favorable pour la sexualité? Je vous laisse prendre la main. Vas-y, vas-y Rémi. Allez, démarrons. Alors, Ouais. il y a pas mal d'études sur le sujet, mais effectivement, on va commencer autrement. Quand on n'a pas un bon sommeil, on est plus irritable. Et être plus irritable, ça favorise pas les rapports sexuels, on est tous d'accord, ni les rencontres pour les favoriser. Mais effectivement, le mauvais sommeil est à l'origine d'une baisse de libido. Et on va le voir plus tard, ça crée aussi des problèmes, on va dire, organiques, notamment sur les troubles de l'érection. C'est ça. Et d'ailleurs, oui, d'ailleurs, absolument d'accord. Une étude très récente a montré, a répertorié qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, par exemple, nos sécrétions de testostérone de façon naturelle, quelles sont toutes les méthodes. Et parmi les 3 premières choses à faire, il y avait l'activité sportive, il y avait le fait d'améliorer l'alimentation et le poids. Et la troisième, c'était le sommeil. Une bonne qualité de sommeil favorise la régulation des hormones, dont les hormones sexuelles. Et donc, quelqu'un, par exemple, qui veut améliorer son fonctionnement sexuel et même lutter contre ce qu'on appelle le vieillissement sexuel, il a intérêt à avoir un sommeil de bonne qualité, peut-être de bonne quantité aussi. Ça, tu nous l'expliqueras, la différence entre bonne qualité et bonne quantité, Rémi, au cours du webinaire. Avec plaisir. Oui. Dis-moi, Rémi. Vas-y, je t'écoute, Diane. Justement, j'aimerais bien rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu as des astuces pour mieux dormir? Donc, quand je dis mieux dormir, c'est quand on n'a pas des gros problèmes d'insomnie, etc. Parce que là, il faut aller plus. Mais est-ce que là, comme ça, tu aurais des petites astuces pour mieux dormir quand on n'a pas de soucis particuliers? Alors, très rapidement, on va dire qu'on a 5 points qui aident à rapidement retrouver un bon sommeil. Le premier, c'est de garder notre horloge biologique à l'heure en gardant un lever tous les matins à la même heure. Ça, c'est un point important. Le deuxième, ça va être de se coucher lorsqu'on ressent la fatigue et la somnolence et pas forcément
à la fin du film ou à la fin du webinaire. Il va y avoir d'autres éléments qui sont importants, on oublie souvent, mais on est soumis à beaucoup d'excitants, comme la caféine, que l'on retrouve dans le café et dans le coca. Et attention, au coca zéro, hein, si on en boit un en mangeant le soir, eh bien, ça peut rendre plus difficile l'endormissement. N'oublions pas ce que nous sommes en train de faire. Les écrans tardifs le soir, ça peut perturber. Donc, essayez d'éviter dans les 2 heures avant d'aller vous coucher. On est des animaux diurnes et on est très sensibles à la lumière. Sans qu'il y ait de la lumière, on va avoir du mal à s'endormir. Et la dernière chose, Gilbert l'a dit, c'est bon pour la sexualité, mais c'est aussi bon pour le sommeil. Le sport. Le sommeil, ça sert à récupérer d'une dépense énergétique. Si on n'a pas de dépense, on n'a pas de sommeil. Enfin, j'exagère, mais on a moins de sommeil. Voilà. Donc ça, c'est 5 astuces qui permettent déjà d'améliorer le sommeil assez rapidement. Et je les ai testés. Sur les conseils de Rémi, je les ai testés il n'y a pas longtemps. Et je peux vous dire que j'ai été particulièrement épaté des conséquences d'avoir un rythme strict, quels que soient les jours, parce qu'on a tous cette tendance à se dire, bah, tiens, c'est un jour de repos ou un week-end ou vacances, on va dormir plus longtemps ou changer l'heure ou se coucher plus tard, même si on a le sommeil, etc. J'avoue que j'ai été épaté des conséquences sur l'état de forme dans la journée, le fait de se réveiller tous les jours à la même heure, quel que soit ce qu'on a à faire dans la journée. C'est un conseil que Rémi m'avait donné et c'est impressionnant comment notre horloge interne est vraiment prévue pour de la régularité. Ça m'étonne de toi, Gilbert, que tu as fixe. Non, c'est vrai, ce réveil à heure fixe, c'est un conseil qui est peu connu. On connaissait l'histoire du café, etc. Et d'ailleurs, c'est là où on se rend compte de l'intérêt d'avoir affaire à des experts, des spécialistes du domaine, puisque les petits conseils, en général, on les applique et on dit « Ah tiens, ça marche pourtant pas ». Et c'est des choses où plus on connaît le fonctionnement cérébral du sommeil, comme avec des experts comme Rémi, plus on arrive à cibler vraiment des choses à faire et pas forcément très compliqué à mettre en place. Mais du coup, est-ce que c'est une question de quantité de sommeil? Parce que moi, j'ai l'impression que j'ai besoin de dormir 7-8 heures, alors que j'ai mon ami, lui, 5-6 heures, il est parfaitement en forme et je trouve que c'est pas très juste. Rémi, j'aimerais bien en savoir plus là-dessus. Peut-être t'as juste à regarder ma tête et celle de Gilbert. D'un point de vue capillarité, c'est pas très juste non plus, mais il y a une grosse part de génétique dans cette histoire. Et c'est exactement pareil avec le sommeil et le temps de sommeil. On a un temps de sommeil qui est génétiquement prédéfini, tout comme on a une horloge biologique qui est génétiquement prédéfinie. On est plutôt couche-tôt, lève-tôt, plutôt couche-tard, lève-tard, plutôt petit dormeur, moins de 6 heures, plutôt gros dormeur, plus de 9 heures, ou moyen dormeur entre 7 et 8 heures. Et effectivement, là, c'est la génétique qui va le déterminer et on n'est pas égaux. Donc, l'état dans lequel on est au réveil ou la quantité qu'on va dormir ne va pas forcément prédéfinir l'état de forme du lendemain. C'est vraiment la qualité du sommeil qu'on va avoir. Il va y avoir la quantité et la qualité. Donc, on va parler de quantité, mais pour chaque personne. Si je veux répondre différemment à la question de Diane, si Diane, tu me demandes combien de temps je dois dormir, j'en sais rien. En fait, cette quantité, elle est strictement individuelle. Comment on peut la définir? On a des techniques qu'on propose pour être plus précis sur la plateforme charles.co, mais on a aussi des techniques simples qui sont combien de temps dormez-vous au bout de 3 semaines de vacances en étant assez régulier et sans consommer trop d'alcool pendant les vacances, ce qui peut être un biais. Voilà, et ça va vous donner une idée du temps de sommeil dont vous avez besoin pour être en forme la journée, si vous êtes en forme la journée. À la fin de ces 3 semaines de vacances, si vous êtes toujours fatigué en vous réveillant, en ayant le temps de sommeil dont vous avez besoin, eh bien là, peut-être, c'est qu'il y a un problème non pas de quantité, mais de qualité de sommeil. Et là, on a un certain nombre de pathologies à rechercher. D'accord. Merci beaucoup pour ces informations. Et du coup, comment expliquer? Souvent, quand on parle de sommeil, on a l'impression que c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Enfin, tout le monde va se coucher en fin de journée. Enfin, c'est quelque chose qu'on fait un peu naturellement. Voilà, Gilbert, on ne te voit plus, on t'a perdu. Voilà. Mais est-ce que on dit oui, faites attention, bien dormir, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit travailler? Et est-ce que quand on dit que le manque de sommeil peut amener des maladies, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que ça peut amener? Alors, là, on va faire simple. Avant les maladies, on va juste parler des risques. Quand on manque de sommeil, on a un plus gros risque de s'endormir au volant
Donc, on a un plus gros risque de mourir d'un accident de la route. Deuxième chose, c'est pas forcément l'endormissement au volant qui est dangereux, mais c'est les moins bons réflexes. Donc, quand on a un moins bon sommeil, on aura tendance à avoir plus d'accidents de la route, mais aussi plus d'accidents du travail. Et là, c'est pour la partie juste accident, mais pour le côté santé, on sait qu'avoir un mauvais sommeil ou être en privation de sommeil peut être à l'origine de plus d'hypertension artérielle, de plus d'infarctus, de problèmes de dépression, de problèmes d'anxiété. Et là, je parle juste de quantité de sommeil. Si ensuite on part sur les problèmes de qualité de sommeil, alors là, c'est encore plus important, troubles du rythme cardiaque, accidents vasculaires cérébraux, infarctus, voilà. Le sommeil, si on passe un tiers de notre vie à dormir, c'est que ça doit servir à quelque chose, et notamment sur le plan vasculaire, c'est très important, et sur le plan cérébral également. Et pour enchaîner avec le lien avec oui, pour enchaîner avec le lien sur le thème de la sexualité, souvent j'ai remarqué auprès de mes patients que une des premières sonnettes d'alarme sur le fait qu'on n'a pas une bonne qualité de sommeil, c'est des troubles sexuels. Beaucoup de personnes consultent pour baisse de libido, troubles de l'érection, enfin une sorte de diminution de leur fonctionnement sexuel chez les hommes et chez les femmes, perte de libido. Et quand on cherche, on ne trouve pas de cause particulière. Et quand on creuse un peu plus, on se rend compte que c'est des personnes qui sont fatiguées de façon chronique par mauvaise qualité de sommeil. Ils se disent toujours, je rattraperai un peu plus tard le sommeil. Ils se couchent un peu tard, les écrans, etc. Et en fait, cette mauvaise qualité de sommeil va donner une sorte de fatigabilité qui n'est pas ressentie immédiatement, mais qui va avoir des conséquences sur l'énergie restante pour avoir de la libido et pour avoir un bon fonctionnement sur le plan sexuel. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'ils disent, j'aimerais bien améliorer ma sexualité parce que quand j'ai des rapports sexuels satisfaisants, je dors mieux. Et on leur explique qu'effectivement, ça marche très bien, mais il faut aussi bien dormir pour pouvoir continuer à avoir une sexualité satisfaisante. C'est dans les deux sens que ça marche. Excusez-moi, je suis en réunion jusqu'à 21h. Pardon. Excusez-moi, je suis encore au bureau. Et... L'expression, c'est les aléas du direct. C'est ça. Donc, je suis entièrement d'accord avec ce que tu disais. Il y avait même une étude, je pense qu'on en avait déjà discuté, qui montrait que lorsque les femmes dormaient une heure de plus, elles augmentaient la probabilité d'avoir une relation sexuelle je crois que c'était de 14%. Donc le temps de sommeil influe effectivement sur la libido. Là, ça avait été chiffré. Et chez les hommes et chez les femmes, dans la prise en charge d'un certain problème de sommeil que l'on appelle le syndrome d'apnée du sommeil, on recherche systématiquement un problème de libido. Et ce même syndrome d'apnée du sommeil peut entraîner les fameux problèmes de troubles de l'érection ou pas assez importantes, ou alors même d'érection permanente et douloureuse, le priapisme. Justement, Gilbert, je me permets du coup, pourquoi il y a un impact sur les érections? Alors, sur la qualité du sommeil va avoir un impact sur les érections par trois biais même. Le premier, c'est je dirais, le plus logique, du bon sens, la fatigabilité dont on parlait tout à l'heure. Avoir une mauvaise quantité ou mauvaise qualité de sommeil va nous rendre plus nerveux, plus irritables, on supporte un peu moins les choses, on n'est pas dans un état psychologique idéal. Or, on a besoin d'être le plus détendu et le plus serein possible pour avoir un bon fonctionnement sexuel. Donc ça, en plus, il y a de la fatigue physique qui va avec. Il y a un deuxième biais, c'est qu'on oublie souvent que les érections de la nuit et du matin surviennent pendant une phase de sommeil qu'on appelle sommeil paradoxal, qui est après, si je ne me trompe pas, Rémi, après le sommeil profond. Donc, ça nécessite une bonne qualité de sommeil pour avoir ces érections. Si on a une mauvaise qualité de sommeil, on ne va pas avoir ces phases de sommeil de façon correcte, donc on va se priver de ces érections. Or, elles ont un rôle important. Vous savez qu'il n'y a rien qui est fait par hasard dans le corps humain. Et si on a des érections la nuit et le matin, c'est très probablement pour continuer à faire fonctionner. Ça a un rôle un peu réparateur sur la mécanique de l'érection. Et enfin, à la longue, une mauvaise qualité de sommeil, comme j'ai dit au tout début, ça peut diminuer et perturber en tout cas les bons taux hormonaux, dont la testostérone, qui est impliquée dans le fonctionnement érectile et de la libido. Donc, une mauvaise qualité de sommeil va avoir plusieurs types de retentissements sur les érections. Et c'est là où il y a un petit piège d'ailleurs, parce que les personnes disent non, c'est pas possible que ça soit ça. J'ai toujours été quelqu'un qui dort mal. Or, c'est que depuis quelques mois ou quelques semaines que j'ai des troubles sexuels. Et la réponse, c'est justement parce que ça fait longtemps qu'on dort mal que ça a fini par donner
une dégradation sur le plan sexuel. Donc, ça a un impact sur les érections parce qu'il y a un lien entre érection et phase du sommeil. D'ailleurs, les érections de la nuit du matin surviennent en même temps qu'on a les mouvements des yeux quand on est dans le sommeil. C'est vraiment quelque chose qui reste très mystérieux de nos jours, mais il y a un lien très direct entre les érections et les phases du sommeil. Pour info, chez les femmes, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire on a le même phénomène au niveau du clitoris, sauf que forcément, ça se voit moins, les changements de volume, de gonflement au niveau du clitoris ne sont pas aussi visibles que l'érection. Dernier petit détail, on a démontré que les rêves érotiques n'étaient pas en lien avec l'érection, c'est-à-dire on peut très bien avoir une érection du clitoris ou du pénis la nuit, ou au matin, c'est la dernière érection de la nuit, sans pour autant avoir des rêves érotiques. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément lié, c'est vraiment un phénomène biologique, neurophysiologique qui est prévu dans le corps humain. Donc quelqu'un qui dit « je n'ai jamais d'érection la nuit, le matin » par exemple, ça peut être simplement qu'il ne s'en rend pas compte, parce qu'on dort profondément à ce moment-là. Ça peut être une mauvaise qualité de sommeil dont on n'a pas forcément conscience. Et c'est à ce moment-là qu'on leur dit « mais vous n'avez pas d'érection la nuit, le matin ». Au fait, est-ce que vous vous réveillez, reposez, ou est-ce qu'au réveil, vous avez l'impression de ne pas être bien reposé après votre nuit? Et là, ils disent « ah oui, c'est vrai que j'ai pas un sommeil bien réparateur ». Et là, on se rend compte qu'il y a un lien entre mauvaise qualité de sommeil et troubles érectiles dont la personne se plaint. Alors, je me permets, je sais pas si je peux répondre à la question de Robert en direct. Robert demandait si un appareil respiratoire pour l'apnée du sommeil peut jouer sur la libido. Oui, très clairement. Retrouver une bonne qualité de sommeil en corrigeant ce syndrome d'apnée du sommeil par un appareillage, eh bien, ça permet de retrouver une bonne libido. Oui, on va revenir. On a eu pas mal de questions sur l'apnée du sommeil. Et là, en tout cas, je vous remercie de vos réponses. Elles ont répondu à beaucoup de questions d'un coup. Mais justement, j'aimerais bien revenir sur cette notion de qualité. D'ailleurs, il y a un internaute qui a posé une question. Comment savoir si notre sommeil est de qualité et c'est quoi exactement la qualité de sommeil? Parce que là, on a l'habitude en fait de parler en heures de sommeil. Des fois, même quand on dort très longtemps, on a l'impression qu'on est quand même fatigué. Est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément ce que c'est? Alors, la qualité de sommeil, alors, on va le prendre autrement, un sommeil réparateur, c'est un sommeil qui vous permet d'être en forme la journée, qui vous évite, qui vous permet de ne pas être somnolent, de ne pas piquer du nez dans la journée. Alors, piquer du nez à 22 heures devant le film, si on s'est levé à 6 heures du matin, il n'y a rien d'anormal, mais le sommeil réparateur permet justement d'éviter la somnolence la journée. Et il ne faut pas oublier, si on parle de sommeil réparateur, c'est qu'il sert à réparer des choses, et notamment, il va servir à réparer ou plutôt à consolider la mémoire. Donc, ce que l'on a appris la journée va être consolidé pendant la nuit. Un certain type de mémoire pendant le sommeil profond, un autre type pendant le sommeil paradoxal. C'est pour ça qu'il faut une quantité de sommeil suffisante pour avoir une bonne mémoire. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des problèmes de concentration, de mémoire, si le sommeil n'est pas réparateur. Donc là, la qualité de sommeil, ça va être tout simplement se sentir bien au réveil et surtout que cela perdure pendant la journée. D'accord. Top. Il y a une question qui est intéressante, Gilbert, par rapport à ce qu'on disait juste avant, et Rémi aussi. Donc, il y a Pascal qui explique qu'il a bien des érections nocturnes et matinales, j'imagine, et que lorsque il y a l'action qui arrive, on peut se retrouver… C'est là où ça va pas. Du coup, est-ce que c'est psychologique? Alors, le fait d'avoir des très bonnes érections la nuit et le matin, ça veut dire qu'on a un bon sommeil, en tout cas on a des phases de sommeil correctes, sinon on n'aurait pas ces érections. Ça veut dire aussi que, a priori, les artères, les veines, les muscles, les nerfs au niveau érectile sexuel fonctionnent correctement. Donc, si on a des très très bonnes érections la nuit et ou le matin, et que lors des rapports sexuels on n'a pas d'érection, ça veut dire deux choses. Soit le problème est assez psychologique. Le plus souvent, c'est la peur de l'échec, c'est la peur de ne pas y arriver, le fait de cogiter, de se poser des questions, le fait d'avoir des préoccupations dans la tête, la nervosité, l'anxiété, fait que lors des rapports sexuels, on n'a pas cette impulsion de l'excitation, parce qu'il n'y a pas un être humain sur Terre qui est capable de réfléchir, de cogiter et d'être excité en même temps. Notre cerveau est incapable de faire les deux en même temps. Mais ça peut aussi être des petits troubles érectiles, par exemple des petites mauvaises circulations sanguines au niveau du pénis, qui se manifestent lors des rapports sexuels, mais qui ne se manifestent pas forcément lors de la nuit et du matin.
Donc, effectivement, quand il y a des très bonnes érections la nuit, le matin, et pas d'érection lors des rapports sexuels, on s'oriente vers une cause plutôt psychologique du problème érectile ou une cause physique, mais très bénigne. Et en tout cas, dans les deux cas, ça s'améliore. Le fait d'avoir des érections la nuit et le matin, c'est souvent très bon signe que le problème érectile va pouvoir guérir avec la prise en charge, que la mécanique est là, elle est prête à fonctionner. D'accord. D'ailleurs, je vais vous partager juste après pour ma prochaine question le lien du programme master parce qu'avec le docteur Boujaoudé, on a beaucoup travaillé là-dessus et c'est un programme qui aide quand il y a des troubles de l'érection. C'est des techniques naturelles, etc. Et ça parle beaucoup donc justement de ce fameux cercle vicieux. Je vais vous l'envoyer, je pense que c'est intéressant. Je peux me permettre, Diane, la question, je l'ai trouvée dans notre sens, ce qu'on disait tout à l'heure, très pertinent. La masturbation, est-ce qu'elle améliore la qualité du sommeil, si tu me permets? En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont une mauvaise qualité de sommeil, qui utilisent la masturbation pour s'endormir. Ce qui est logique, puisque quand on se masturbe, d'ailleurs, c'est pas la masturbation, c'est la jouissance qui découle de la masturbation. Puisque je rappelle que quand on a une jouissance, un orgasme, on a une décharge naturelle dans le corps, un peu comme si on faisait une intraveineuse directe d'antistress, antidépresseurs, de morphine et de décontracturants. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui peut aider à dormir. Et on se dit, mais pourquoi pas alors utiliser la masturbation? Le problème, c'est que c'est des personnes qui continuent leur cercle vicieux de mauvais sommeil, c'est-à-dire ils ont un mauvais cycle de sommeil, une mauvaise hygiène du sommeil. Je ne sais pas si le terme est encore utilisable. Ils ont un mauvais sommeil qu'ils règlent par l'histoire de la masturbation. Mais le jour où on ne peut pas avoir la masturbation, le jour où on ne peut plus l'utiliser ou le jour où on n'a pas envie d'utiliser la masturbation, ben on a un mauvais sommeil. Et on peut rentrer dans une sorte de dépendance comme ça où on ne peut plus dormir que si on se masturbe. Donc, se masturber pour s'endormir, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose de grave. D'ailleurs, c'est mieux que de prendre un somnifère. Mais si on ne peut pas dormir sans se masturber, ça veut dire qu'on a une mauvaise qualité de sommeil, qu'on est en train de détourner un peu par ce biais-là, quoi. Oui. C'est un signal que notre endormissement n'est pas top et que c'est la petite astuce qu'on a trouvée. Alors, je reprends, parce qu'il y avait aussi une question un peu plus haut, c'était sur avoir une relation sexuelle permet-il de mieux dormir? Ça revient un petit peu sur ce que tu disais. C'est ça. Effectivement, il y avait, ça s'associe à une sécrétion d'endorphine, donc de morphine naturelle. Et donc, du coup, oui, ça permet de mieux dormir, mais plutôt chez les hommes, de faciliter l'endormissement. Mais comme ça s'associe à cette sécrétion, ça favorise aussi le ronflement. Voilà, il faut le savoir. Et d'ailleurs, le ronflement, ça veut dire qu'on a une mauvaise qualité de sommeil? Alors, le ronflement peut être considéré comme le premier stade du syndrome d'apnée du sommeil. Ça veut dire qu'il peut être sans conséquence, mais c'est souvent un signe d'alerte. Le ronflement, on va dire globalement qu'il va traduire une diminution de la taille de nos voies aériennes. De l'air que l'on comprime, ça fait du bruit. Et donc, quand on comprime l'air au niveau des voies aériennes, c'est le ronflement. Quand ces voies aériennes sont grandement diminuées ou qu'elles se ferment complètement, eh bien, on parle d'apnée du sommeil. Donc, le ronflement, on va dire que c'est une petite diminution des voies aériennes. L'apnée du sommeil, c'est une fermeture complète des voies aériennes. Donc, ça pourrait être le premier stade. Donc, tous les ronfleurs n'ont pas de mauvais sommeil. Par contre, si on est ronfleur et qu'on a un mauvais sommeil, là, il faut consulter pour rechercher des troubles particuliers. Et du coup, avec tout ce qu'on a dit juste avant, si on fait de l'apnée du sommeil, il y a quand même de grandes chances pour que ça influe sur la vie sexuelle. Alors, tout à fait. L'apnée du sommeil peut influer, sur la libido, 2, sur les problèmes d'érection. Donc, l'apnée du sommeil est tu m'arrêtes Gilbert, mais ça va être une cause en tout cas de perturbation de la vie sexuelle du couple. Et alors souvent, à l'inverse, les gens me disent, lorsque l'on propose le traitement du syndrome d'apnée du sommeil, c'est une petite machine avec un petit masque. Les gens me demandent si ça ne va pas perturber leur couple, mais bien souvent, quand on les revoit à distance, ils me disent, bon, en fait, on n'est pas obligé de le mettre pendant la relation, hein, on peut le mettre après pour dormir. Et deuxièmement, quand on est beaucoup plus en forme, on a beaucoup plus envie d'avoir des relations sexuelles. Donc du coup, ça a tendance à améliorer la vie sexuelle du couple, cet appareil. Okay. Et l'appareil enlève les ronflements de l'apnée de sommeil, Rémi? Tout à fait. Les 2 traitements du syndrome d'apnée du sommeil, on va avoir la fameuse machine où on souffle de l'air par le nez. Hop, je vais vous le montrer là. Ah, tu as tout prévu. Je suis dans mon bureau, c'est pratique. Par un tout petit masque qu'on vient poser sur le nez.
et éventuellement une petite machine. Alors celle-ci, c'est celle spécifique pour femmes, vu qu'il y a les petites fleurs dessus. Voilà. L'idée, c'est de venir souffler de l'air pour réouvrir nos voies aériennes et donc éviter l'apnée et donc le ronflement également. Et on a un deuxième type de traitement. Pour les ronfleurs seulement, c'est ce qu'on appelle l'orthèse d'avancée mandibulaire. C'est juste un tout petit protège-dents qu'on vient utiliser pour tracter en avant la mâchoire. Voilà, c'est un protège-dents comme ceux des sports de combat. On tracte la mâchoire en avant, ça vient ouvrir les voies aériennes, ça vient éviter le ronflement. À savoir, c'est le seul traitement efficace du ronflement, cette orthèse, avec la machine. D'accord. Donc finalement, le fait d'avoir une machine peut paraître gênant, mais finalement, il va diminuer les ronflements, ce qui va améliorer la qualité de sommeil de la personne à côté. Et quand les ronflements sont importants, c'est parfois une source de séparation pour dormir la nuit. Donc en général, ça permet de redormir ensemble. C'est ça. Et je confirme, toutes les études montrent que quand on a un mauvais sommeil lié à l'apnée de sommeil ou et des ronflements, que ça soit traité avec l'appareil dentaire ou avec l'orthèse dentaire, voilà, ou la machine, on sait qu'il y a très souvent une amélioration. D'ailleurs, c'est une question systématique qu'on pose aux personnes qui ont des troubles de libido, troubles de l'érection. On sait par exemple que dans un cas sur deux, on n'a plus besoin de traitement à visée érectile. Et dans le reste, ça va améliorer l'effet des médicaments à visée érectile. Donc, c'est toujours utile de soigner la qualité du sommeil. On a des personnes qui finissent par ne plus avoir besoin de leur traitement à visée érectile grâce à l'amélioration du sommeil. Et dans tous les cas, on gagne soit parce que les médicaments font plus effet, soit parce que la libido augmente et donc l'utilisation des médicaments est encore plus intéressante, plus satisfaisante. Un cas sur deux, c'est énorme. Hein. Oui. Et beaucoup de personnes disent, avant de soigner les troubles du sommeil, que ce soit l'apnée de sommeil ou la mauvaise qualité de sommeil, on leur demande est-ce que vous avez un problème de désir sexuel. Beaucoup disent non, je pense que ça va. Et une fois qu'ils ont soigné leur sommeil, que ça s'est amélioré, ils disent mais je pensais que ça allait. Mais en fait, je pense que je m'étais habitué au fait que j'étais dans cet état. Maintenant que je dors beaucoup mieux, maintenant je peux vous dire que oui, ça, je sais ce que c'est maintenant, avoir un vrai désir, un vrai fonctionnement, être vraiment en forme. Des fois, quand on est habitué sur des longues périodes d'avoir une mauvaise qualité de sommeil, on pense que c'est normal d'être comme ça en fait. Et c'est vrai pour de nombreuses pathologies, hein, quand on s'habitue à tout, quoi. C'est vrai. Et du coup, j'aimerais bien revenir sur les gens qui ont vraiment de la peine à dormir et depuis longtemps. On les nomme les insomniaques. Est-ce que déjà être insomniaque, c'est génétique? Est-ce que on est insomniaque ou est-ce qu'on devient insomniaque? Comment ça fonctionne? Alors, on va dire qu'il y a une prédisposition à souffrir d'insomnie. Je préfère dans ce sens-là, parce que souffrir d'insomnie, ça veut dire qu'on peut le traiter et qu'on n'est pas insomniaque, on ne le reste pas à vie. Alors, on a des prédispositions à souffrir d'insomnie. Donc, tout le monde ne souffre pas facilement d'insomnie chronique. C'est souvent des gens qui sont un peu plus anxieux, des gens qui sont un peu plus perfectionnistes, des personnes qui aiment bien le travail bien fait. Ces personnes-là, du coup, sont plus sensibles, sont plus à risque de faire des insomnies. Et à l'occasion d'un problème spécifique, stressant, ça peut être une annonce de mauvaises nouvelles, ça peut être une maladie, eh bien, ces personnes font une insomnie que l'on va dire aiguë, ponctuelle, et elles se stressent à l'idée de ne pas redormir la nuit suivante. On va dire ça ainsi. Comme elles sont perfectionnistes, qu'elles veulent vraiment tout planifier à l'avance, eh bien, elles veulent planifier le sommeil de la nuit suivante. Mais le problème, c'est que la nuit suivante, quand on arrive dans le lit en disant « Mon Dieu, si je dors pas, ça va être l'enfer demain », on met en place les hormones du stress, et les hormones du stress sont éveillantes et empêchent de s'endormir. Donc, c'est la peur de ne pas dormir qui fait qu'on ne dort pas. Et donc, ces personnes-là, on rentre dans un cercle vicieux assez compliqué. Et c'est grâce à la thérapie cognitivo-comportementale que l'on propose sur Charles que l'on va réussir à les faire sortir de ce cercle vicieux. Et juste à titre d'information, la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie, c'est la seule thérapie qui est recommandée par la Haute Autorité de Santé pour traiter l'insomnie chronique. Ça n'est pas les somnifères, elle ne recommande pas les somnifères au long cours, la Haute Autorité de Santé. D'accord, très bien. C'est une thérapie qu'on va bientôt retrouver sur Charles. Oui, qu'on a hâte d'avoir pour toutes les personnes. Donc, Rémi, si j'ai bien compris, on peut
avoir des insomnies pour des raisons, on va dire, logiques pendant quelques jours, mauvaise nouvelle, période de stress, consommation excessive de produits, etc., peu importe, et que la raison pour laquelle on a eu des insomnies disparaît, mais on continue à mal dormir juste à cause de ce cercle vicieux, c'est bien ça? Tout à fait. Là, en fait, très souvent, les patients que je rencontre me disent, vous n'allez pas me croire, je m'endors dans le canapé et j'arrive dans ma chambre pour aller me coucher, je suis plein phare, je suis incapable de m'endormir. Alors là, très clairement, ces personnes ont associé la chambre à un endroit où il ne fallait pas dormir. C'est un petit peu enfin c'est pas un petit peu, c'est le réflexe qui avait été découvert par Ivan Pavlov, le réflexe pavlovien. Ivan Pavlov était un scientifique russe qui s'était rendu compte qu'à chaque fois qu'il apportait la nourriture à ses chiens, à la vue de la nourriture, ses chiens salivaient. Et puis il s'est dit, est-ce que je pourrais pas essayer de les faire saliver avec la vue d'autre chose ou avec un autre stimulus que leur gamelle. Donc, il s'est mis à sonner la cloche à chaque fois qu'il donnait à manger à ses chiens. Et puis, un jour, il a continué à sonner la cloche, mais il a arrêté de donner à manger. Les chiens continuaient de saliver. Il avait réussi à créer un réflexe physiologique de salivation à la vue ou à l'ouïe d'un stimulus. Eh bien, chez les personnes qui font de l'insomnie chronique, eh bien, le problème, c'est ça, c'est qu'elles ont, à la vue de leur chambre, à force de passer du temps dans leur chambre sans dormir, elles ont associé la chambre à un endroit où il ne fallait pas dormir et où il fallait sécréter les hormones du stress. Voilà. Alors, c'est un point commun avec la sexualité où on a un cercle vicieux, c'est-à-dire on peut avoir une panne, par exemple, de temps en temps, on en a souvent parlé, Diane, on peut avoir une panne et la fois d'après, on a tellement peur que la panne recommence qu'on est en état de stress, donc forcément ça marche pas. Et rapidement, notre cerveau associe le moment d'un acte sexuel à un moment où il y a quelque chose de stressant qui ne va pas. Et il y a un réflexe comme ça. Et le cerveau, il fonctionne vraiment d'une association. Et d'ailleurs, c'est le but de toutes les thérapies. La thérapie que Rémi a beaucoup travaillé dessus, qu'on va avoir bientôt, que j'ai hâte d'avoir sur Charles, ou la thérapie qui est pour le sommeil, ou la thérapie master, il y a des points de ressemblance sur comment on peut déconditionner, reconditionner les réflexes au niveau cérébral. donc du coup, quand on a des problèmes pour dormir, on évite de faire trop de trucs hors le sommeil dans la chambre. Donc on évite de lire, on évite de regarder les écrans, on évite de travailler, faire ses devoirs. Et est-ce qu'on peut quand même avoir des rapports sexuels, Rémi, parce que c'est toutes les... Alors, c'est peut-être le seul truc. Arrête d'éviter, on essaie de se détendre dans la demi-heure, on va dire, avant d'aller se coucher. Le rapport sexuel peut faire partie des activités qui permettent de se détendre. Voilà. Très bien. Je pose la question tout haut, hein, parce que je vois que personne n'ose la poser. Non, n'hésitez pas. Au contraire. Et donc, du coup, ok, donc ça, c'est une des techniques quand j'ai des problèmes pour dormir. Et on a eu plein de questions, alors qu'il y a des personnes, je pense, qui étaient un peu désespérées, qui nous disent j'ai tout essayé, pourquoi j'arrive toujours pas à avoir un bon sommeil? Bon, c'est très dur de répondre à cette question parce que tu connais pas les patients, tu sais pas s'ils prennent des somnifères ou pas, etc. Mais quand on est insomniaque depuis longtemps, qu'on a essayé, j'imagine, une literie spéciale, qu'on a essayé plein de somnifères, qu'au début ça marchait un peu, puis moins. Qu'est-ce qu'on fait en fait quand ça dure et qu'on n'arrive pas trop à s'en sortir? Est-ce qu'on consulte? Enfin, C'est ça, j'allais poser la question autrement. Quand vous avez mal au ventre, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir votre médecin et quand ça dure comme ça, à un moment, le médecin, si votre médecin généraliste, il s'en sort pas, il va vous envoyer vers un spécialiste des problèmes abdominaux, donc un gastro-entérologue. Et bien là, on est dans le même registre. Si vous avez essayé de faire des choses vous-même et que vous gardez un mauvais sommeil, eh bien à un moment, consultez votre médecin traitant. Alors, tout le monde n'est pas formé à la prise en charge des troubles du sommeil. S'il ne l'est pas, il vous orientera vers un médecin spécialiste du sommeil. Et si vous ne savez pas où en trouver, eh bien là, sur charles.com, on pourra bientôt vous en proposer. Mais donc, l'idée, c'est aller voir un spécialiste du sommeil pour retrouver un bon sommeil. C'est notre métier, on va vous aider à le retrouver. et du coup, qu'est-ce que vous proposez? Parce que tu parlais de la thérapie cognitivo-comportementale, c'est ça? Tout à fait. Sans tout dévoiler, parce que vous êtes encore un petit peu, c'est encore un peu un secret, hein, vous êtes les premiers à le savoir. Et qu'est-ce que ça inclut en fait là-dedans? Sur quoi ça se base? Est-ce qu'il y a des somnifères? Comment ça fonctionne, quoi? Donc la thérapie cognitivo-comportementale va permettre de revenir sur ce que sont les bonnes habitudes permettant un bon sommeil.
ça permettra aussi de revenir sur les mauvaises habitudes dont on ne se rend pas compte de l'impact sur le sommeil, comme on parlait tout à l'heure du café, des écrans, ou même des choses qui peuvent être bien comme le sport, mais pratiqué au mauvais moment, ça peut perturber le sommeil. On revient sur tout ça, on va dire, sur les habitudes de sommeil. On revient également sur ce fameux mauvais réflexe. Donc, on propose des techniques très spécifiques à l'insomnie pour corriger ce mauvais réflexe. Chambre, on ne dort pas, et le transformer en chambre, on dort. On revient également sur d'autres éléments parce que l'on sait qu'on peut être parfois influencé par des petites phrases ou des choses que l'on entend ou simplement en se comparant au sommeil du conjoint, comme tu le faisais tout à l'heure, Diane. Eh bien, on revient sur tout ça. Est-ce qu'il faut se comparer? Oui, non. Ces petites phrases, ces petites questions que vous posez, on y répond également sur notamment est-ce que j'ai impérativement besoin de 8 heures pour avoir un bon sommeil? Mais on l'a vu tout à l'heure, non, c'est génétique, ça dépend pour chaque, c'est particulier à chaque personne, on va dire ça. Et je reviens sur une des questions justement que je voyais passer tout à l'heure. On revient sur ce qu'on va appeler la sleep tech, donc tous les outils connectés qui vous promettent un meilleur sommeil. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, dans quelle indication? Et on revient également sur tout ce qui va être chimie du sommeil, les somnifères et compagnie. Et donc cette fameuse thérapie, elle n'est pas là pour promouvoir les somnifères, bien au contraire, elle est là pour vous aider à retrouver un sommeil naturel, de qualité, et en plus, si possible, vous aider à sevrer ces somnifères et à les arrêter. D'accord. Bon, écoute, je pense que tout le monde a hâte de voir ça. Moi, Ouais. j'ai aussi mais je pense que les personnes qui sont là ont hâte. Alors, j'ai une question aussi à vous poser à tous les deux, parce que c'est revenu dans les questions et je sais que c'est quand même un sujet qui est important. Il me semble que l'ennemi numéro 1, donc de la santé en général, mais notamment de la sexualité et du sommeil, c'est le stress. Le stress et l'anxiété, est-ce que vous pouvez me répondre chacun votre tour? Quelles sont vos meilleures techniques, entre guillemets, pour se battre contre le stress, que ce soit dans la sexualité, du coup Gilbert, je te donne la parole en premier, et le stress au niveau du sommeil, Rémi, voilà. Donc chacun votre tour, Gilbert d'abord, Rémi après. Il y a beaucoup, et c'est vrai qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de ressemblances entre les réflexes qu'on installe pour la sexualité et pour le sommeil. Et le stress, effectivement, fait partie des ennemis. Je disais tout à l'heure, personne ne peut être en état de mal-être, d'anxiété, de nervosité et en même temps être excité tranquillement. Et personne ne peut être, j'imagine Rémi nous le dira, nerveux, stressé et s'endormir paisiblement. Alors, sur le stress pour la sexualité, j'ai tendance à distinguer deux types de stress. Il y a les stress qu'on va appeler réactionnels, c'est-à-dire je traverse une période anxieuse, une période où professionnellement il y a des problèmes familiaux, problèmes matériels, problèmes d'argent, problèmes avec les enfants, problèmes, peu importe quel type de problème, mais quelque chose qui est venu surcharger mon état de nervosité et qui a fait de sorte que je ne suis pas en état de détente actuellement. Dans ces situations-là, le premier conseil, c'est de prendre conscience qu'il y a quelque chose externe à moi qui est en train de me surcharger. Et donc, si je peux prendre du recul par rapport à certaines choses, c'est le moment de le faire. Si je peux au moins prendre les problèmes les uns après les autres, pas essayer de tout résoudre d'un coup, ça va m'aider aussi. Donc, c'est quelque chose qui va être transitoire, mais justement, c'est dans ces phases transitoires qu'il faut prendre conscience que je suis, entre guillemets, agressé par des événements, ça me rend nerveux, et je vais essayer de sortir de ça un peu à la fois, surtout ne pas rentrer dans un cercle vicieux. D'ailleurs, dans ces circonstances-là, on peut même conseiller et dire, mais si vous êtes dans une période, une mauvaise période, vous savez que ça va durer quelques semaines, ne cherchez pas à être dans cette période le plus performant possible sur le plan sexuel. S'il n'y a pas d'envie, c'est tout à fait normal dans cette période. Sinon, on rentre dans la boucle d'échec. Deuxième type de stress, c'est ce qu'on peut appeler le stress endogène, c'est-à-dire une personnalité naturellement anxieuse, quoi qu'il arrive. La moindre petite difficulté va nous mettre dans le rouge en stress. C'est ce que disait Rémi aussi tout à l'heure, les personnes qui ont une tendance à réfléchir beaucoup, vite, tout le temps, se poser des questions, un côté perfectionniste, etc. D'ailleurs, on peut se demander de nos jours si c'est un problème purement de stress psychologique ou si c'est pas une sorte de fonctionnement cérébral excessif, un cerveau qui est beaucoup trop actif et qui donne la nervosité. Dans ces cas-là, on a intérêt à avoir recours justement aux techniques, aux méthodes qui apprennent à diminuer le niveau de stress et surtout qui apprennent à ne pas le subir lors des rapports sexuels. Tu as parlé tout à l'heure du programme Master, dans lequel on apprend non pas à essayer de se détendre, de se calmer,
mais à essayer de trouver l'excitation et le bon fonctionnement sexuel malgré ce cerveau qu'on a qui est à 1000 à l'heure en continu. Donc l'idée, c'est d'essayer de distinguer quel type de nervosité on a. Et dans un cas, on va agir de façon transitoire, et dans l'autre cas, on va agir de façon chronique avec des techniques. Par exemple, parmi les techniques contre le stress, on entend beaucoup et ça marche. Le sport, ça marche. La musique, ça marche. Le fait d'apprendre la méditation, la relaxation, etc. Évidemment, pour la sexualité, on ne peut pas les appliquer. On ne peut pas dire « je suis stressé avant de commencer l'acte, je vais aller faire une séance de sport et je reviens ». Ou je vais aller écouter de la musique, ou je vais faire une séance de méditation. C'est pour ça qu'on a développé des techniques pour aller chercher volontairement et activement l'excitation lorsqu'on ressent ce stress monter. Donc, le constat risque d'être à peu près le même, à mon avis, avec Rémi, mais la méthode d'agir dessus va forcément différer, puisque dans un cas, pour la sexualité, on va chercher plutôt à être actif, à être, on va dire, efficace sexuellement, alors que j'imagine que Rémi va donner plutôt des astuces et des conseils pour être plutôt détendu. On est d'accord. Non, effectivement, pour rebondir, on va retrouver effectivement les deux types de personnalités, hein, les personnes qui croulent sous le travail et qui s'imposent un stress, ou qui ont un stress imposé par leur environnement professionnel ou personnel. Et on va voir effectivement nos personnes anxieuses, nos personnes perfectionnistes qui réfléchissent beaucoup trop et qui continuent à réfléchir dans le lit et qui n'arrivent pas à débrancher le cerveau pour permettre l'endormissement. Donc les techniques vont être un peu différentes effectivement du programme master, mais on va proposer des tas de choses dans le programme de prise en charge de l'insomnie. Et en parallèle, on a montré que justement la méditation, l'hypnose, l'auto-hypnose ou des techniques que l'on dit d'imagerie mentale, que l'on emprunte aux apnéistes notamment, permettent de faire rentrer le cerveau dans un état de presque sommeil et ce qui permet de faciliter l'endormissement. Et l'idée, c'est qu'il est toujours plus agréable, enfin, il est toujours plus facile de s'endormir lorsqu'on a des pensées agréables que quand on stresse à la façon dont va se passer la journée du lendemain. Donc oui, le sport, je suis d'accord, mais ce sera beaucoup plus tôt dans la journée et pas juste avant d'aller se coucher concernant les problèmes de sommeil. Et après, ce sera le côté méditation, auto-hypnose. Et on va proposer des techniques justement spécifiques pour apprendre à les gérer et différentes techniques pour que les gens trouvent celle qui leur convient. La méditation, ça marche pas chez tout le monde. L'auto-hypnose, ça marche pas chez tout le monde. L'imagerie mentale non plus, mais il y en a au moins un qui va marcher sur chaque personne. C'est ça l'idée. Et d'ailleurs, Rémi, tu as fait des super séances de relaxation dans le programme. Hein. Je spoil un peu, mais elles sont extra. Merci. On les a travaillées. Différentes façons pour pouvoir, c'est ce que tu disais Rémi, et c'est ça qui est pertinent, c'est que il y a différentes méthodes et chaque méthode, on va dire son taux d'efficacité, il est de 60-70%. Ce qui veut dire que si on essaye une ou deux méthodes, il y a un risque qu'on tombe dans les 30% qui ne correspondent pas. D'où l'intérêt d'un programme complet, que ce soit pour la sexualité, pour Master Time ou pour le sommeil, où on met plusieurs types de méthodes et en se disant, mais il y a au moins 2, 3, 4 méthodes là-dedans qui vont correspondre à une personne et pas forcément les mêmes pour toutes et tous. Quoi. C'est ça, et le programme de prise en charge de l'insomnie, c'est ça, c'est accompagner dans le changement, permettre une nouvelle expérience pour faciliter l'endormissement, faciliter le sommeil, dans les habitudes comme dans justement les techniques d'endormissement et de relaxation. Mais au final, le stress, faut pas juste l'enlever avant de dormir ou avant d'avoir des rapports. C'est plutôt un mode de vie, c'est un peu un écosystème où on essaye de faire attention à son sommeil, à faire du sport, faire attention à son stress. Et là, ça marche, là, les rouages sont plus huilés, quoi, si j'ai bien compris. Exact. On a besoin du stress parfois. Le stress, c'est un élément qui nous permet de nous défendre face à un agresseur. Donc, du coup, il faut quand même un minimum de stress. Parce que si jamais, je vais dire une bêtise, le chien du voisin vous arrive dessus en aboyant, il faut un minimum de stress pour partir au courant, éviter de se faire manger, on va dire ça comme ça. Mais il ne faut pas qu'on ait ce stress d'avoir un chien en trousse toute la journée, sinon ça perturbe toutes les fonctions de l'organisme, notamment le sommeil, notamment la sexualité. Et juste à titre d'information, il faut aussi savoir que le stress, si je dis pas de bêtises, c'est la 3e cause d'infarctus chez les femmes. Donc c'est quand même, c'est quand même de grosses conséquences. Ah oui, je pense que le stress, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de la santé en son entièreté. Et mauvais dormir augmente le stress. Mal dormir augmente le stress, pardon. Et mauvais dormir pour manger. Alors Gilbert, on t'a perdu.
Je sais pas si tu nous entends encore ou si tu nous vois. Dans tous les cas, on t'attend sagement. Ah On bah l'a voilà, perdu, c'est pas grave. c'est pas grave. C'est parfait, c'est ton moment, Rémi. C'est ça. On a eu pas mal de questions. Dis-moi, est-ce que tu voulais parler d'un truc en particulier? Non, 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 je t'écoute. Je On a réponds. eu pas mal de questions sur l'âge. En prenant de l'âge, je dors moins. Bon, Gilbert, on profite de ton absence hein, pour te et, Je te vole la vedette. la vedette. Faites, je vous écoute. On parlait de l'âge et de l'influence en fait sur le sommeil. En prenant de l'âge, je dors moins. Mais est-ce que ça a un rapport? Est-ce que c'est inévitable? Comment je fais lorsque je vieillis pour continuer à bien dormir? Alors, avec l'âge, effectivement, le temps de sommeil diminue. Il n'y a qu'à voir hein, à la naissance, lorsque l'on naît, les temps de sommeil sont proches de 20 heures par jour, j'exagère, mais voilà. Tandis qu'on va être autour de 10 ans à 10 heures de sommeil par jour, 8 heures autour de 25 ans. Donc, le temps de sommeil va diminuer progressivement avec l'âge. Et en plus, il va s'alléger. On va avoir comment? On sait pourquoi? Alors, pas forcément, mais alors, on va avoir moins de sommeil profond, moins de sommeil paradoxal, mais il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, notamment il semblerait, sur ce qu'on perd en termes de matière, notamment neuronale. Il faut savoir aussi qu'on va être moins sensible à la lumière parce que la cornée peut se pacifier. On va avoir aussi moins de cellules qui vont capter la lumière, donc les cellules ganglionnaires à mélanopsine sont moins nombreuses avec l'âge. On perd énormément de capacité à réguler notre sommeil. Et ça va altérer, la profondeur de notre sommeil, deux, la quantité de sommeil, et le sommeil va être plus fragmenté également avec l'âge. Mais l'idée, c'est d'essayer de s'ajuster, de faire évoluer nos habitudes pour justement retrouver un sommeil un peu plus condensé, enfin, essayer de retrouver un sommeil plus condensé, mais on n'aura pas forcément le nombre d'heures de sommeil que lorsque l'on a le même nombre d'heures que lorsque l'on avait 20 ans. Dit autrement, il faut accepter qu'à 60 ans, on court pas aussi vite que quand on en avait 20. Eh bien, c'est pareil pour le sommeil. Il faut accepter qu'à 60 ans, on ne retrouvera pas le sommeil de lorsque l'on en avait 20. Et on sait que le sommeil sera un peu plus tôt, un peu plus court et un peu plus fragmenté avec l'âge. D'accord. Mais du coup, quand tu parles de la cornée, etc., est-ce que ça veut dire que les gens qui voient moins bien dorment plus mal? Alors c'est complexe. Les études sur les aveugles et le sommeil il y en a quelques-unes. En fait, tout dépend du type de cellule et du type d'atteinte au niveau oculaire. Là, on rentre dans le très complexe, mais on peut avoir effectivement des personnes qui ont des troubles, des cécités, qui sont aveugles, mais qui peuvent garder une régulation de leur sommeil parce qu'elles gardent les cellules sensibles à la lumière, tandis que d'autres, sur d'autres types d'atteintes, n'auront plus la régulation de leur sommeil et auront tendance à avoir un moins bon sommeil. D'accord. Et avant de retourner sur des sujets sexos, on a eu pas mal de questions sur les heures en décalé. Est-ce que travailler en heures décalées peut engendrer des problèmes de sommeil et de sexualité sur le long terme? Alors, Et est-ce oui. qu'on a dormi longtemps en décalé et qu'après on retrouve normalement des heures normales, comment on fait pour se réadapter en fait? Alors, le sommeil décalé, c'est pas bon pour la santé. Voilà, on est des animaux diurnes, je le redis, on est fait pour vivre la journée et dormir la nuit. Quand on commence à inverser les cycles, c'est pas bon pour l'organisme. On a vu, il y a un risque de cancer augmenté, d'hypertension, d'infarctus, de problèmes de dépression, d'anxiété. Donc, le sommeil décalé, c'est pas bon pour la santé. Donc, après, pour vous donner une idée, il faut 1 jour et demi par heure de décalage horaire lorsqu'il faut se coucher plus tôt et se lever plus tôt, et 1 jour par heure de décalage horaire pour retrouver un bon sommeil lorsqu'on se couche plus tard et qu'on se lève plus tard. Donc, si on se lève un jour à 4 heures du matin pour aller bosser et le lendemain, on se lève à 10 heures pour pouvoir récupérer, c'est pas très bon pour le sommeil. Voilà. Ok. Et les siestes? Est-ce que les siestes, ça permet de récupérer? Alors, je parle pas du travailleur posté, je parle de la personne en général. Voilà, l'idée, déjà, il faut avoir un bon sommeil en quantité en une fois la nuit. Les siestes, elles ne doivent pas dépasser 20 à 30 minutes pour être rentables. C'est-à-dire que si on dort 20 à 30 minutes, c'est réparateur, c'est rafraîchissant et ça permet d'augmenter notre concentration, notre vigilance pour le reste de la journée.
Par contre, si on commence à dépasser les 30 minutes, on commence à rentrer dans le sommeil profond. Et là, pour en sortir, c'est difficile. C'est là où on se réveille avec la tête, on va dire, dans le derrière, dit poliment. C'est quand les siestes sont beaucoup trop longues. Et là, on empiète sur notre sommeil et le sommeil de la nuit va être moins bon derrière. Donc, une sieste de 20 à 30 minutes, c'est bon pour l'après-midi, c'est même bon pour le sommeil qui suit. Plus, attention, là, c'est mauvais pour le sommeil. Et c'est pas rafraîchissant. C'est le principe de micro-sieste. C'est ça, nap, flash nap. C'est ça. Eh bien, il y a une vieille étude, elle doit avoir plus d'une vingtaine d'années, qui avait montré que quand on a une dette de sommeil, le fait de faire une sieste le lendemain n'améliorait pas du tout. Finalement, on récupère pas vraiment, sauf pour la libido l'après-midi. Mais je me demande si c'est pas simplement le 5 à 7 de la sieste qui fait ça. On n'a pas précisé si c'était coquine ou non, pardon. Ouais. Oh, vous avez volé ma transition. Ah Sur la sexualité, je vraiment devant. Bon, bah, du coup, je l'apprends quand même. On a eu pas mal de questions sur la sexualité. Est-ce que c'est mieux de faire de l'amour le matin ou est-ce que c'est mieux de faire l'amour le soir ou pendant la sieste de l'après-midi? L'heure idéale pour faire l'amour, c'est quand on a... Alors, l'heure idéale pour faire l'amour, attention, c'est quand on a vraiment envie, quelle que soit l'heure. Et c'est vrai. Et ce que disait, justement, on commence à avoir des problèmes quand on veut dire, tiens, est-ce que vaut mieux essayer là, vaut mieux essayer là. Dès qu'on commence à essayer comme ça, on perd le côté spontané, instinctif de la sexualité. La sexualité nécessite de l'intuitif, de l'instinctif, de la spontanéité. Et Rémi disait tout à l'heure, il y a des personnes qui sont naturellement des couches tard, lèvent tard, des couches tôt, lèvent tôt. Et ben, en fonction de ça, les personnes vont dire, ben, moi je préfère le matin, moi je préfère le soir. D'ailleurs, ça va changer d'une période à une autre. Pendant les vacances, ils vont peut-être préférer le matin, alors que pendant les périodes où ils travaillent, ils vont pas préférer le matin. Et ce qu'on est en train de dire là, c'est parfois un vrai sujet de fréquence de vie sexuelle, quand dans le couple, dans un couple, il y en a un qui est plutôt du soir et l'autre qui est plutôt du matin. Et ça peut réellement poser problème. Un des deux dit, mais non, moi, c'est tout, la soirée est arrivée, je suis déjà endormi, mais faut pas m'embêter. Par contre, le matin, je suis partante ou partant. Et l'autre dit, ah non, moi, le matin, je suis pas en état, ça me viendrait même pas à l'esprit, je suis incapable de le faire. Et donc, c'est des situations, je sais que ça fait rigoler beaucoup. Et il y a par exemple des couples qui consultent en disant, on a un problème, on fait de moins en moins souvent l'amour, peut-être qu'on a un problème de couple ou de libido, etc. Et on se rend compte que tous les deux n'ont aucun problème. C'est juste qu'ils ont une vraie discordance entre leur rythme. Les moments où ils ont envie, ben, c'est pas au même moment. Et c'est là où il y a tout le travail de thérapie, de thérapeute, de trouver une sorte de terrain d'équilibre entre les attentes de l'un et de l'autre. Par exemple, vous avez des personnes qui vont dire que le matin au réveil, c'est là où c'est le mieux pour elles ou pour eux. D'ailleurs, beaucoup le disent en disant, mais je suis à moitié dans le gaz, j'ai l'impression de planer un peu, j'ai l'impression de vivre ça de façon un peu onirique, etc. J'ai pas encore tout le stress de la journée en tête, j'ai pas encore tous les embêtements en tête. Et vous avez d'autres personnes qui disent, mais moi, c'est le soir, ça, en fin de soirée, c'est là où je sens que les envies, les pulsions peuvent venir. Donc, j'insiste souvent dessus. Rémi, tu disais tout à l'heure, on est des animaux diurnes. Pour la sexualité, on a des restes du monde animal, c'est-à-dire le côté instinctif, intuitif. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la vie par la volonté. Il y a beaucoup de choses qu'on peut aller travailler alors que c'est pas le moment d'y aller, mais on se force à y aller. On peut aller se balader juste pour faire plaisir à l'autre, ou on peut aller au restaurant alors qu'on n'avait pas envie d'y aller, mais parce que c'est un bon moment à partager, etc. La sexualité nécessite un vrai élan, en fait, nécessite quelque chose de spontané, d'instinctif, de très intuitif en quelque sorte. Donc, la meilleure façon de faire, pour être plus précis encore, c'est on teste et on choisit après. Si on se rend compte qu'on adore le matin, ben c'est qu'on adore le matin. Si c'est plutôt peu importe l'heure, ben ça veut dire peu importe l'heure. Soyez pas surprise ni surpris, ça change avec l'âge et ça change avec notre période de vie. C'est pas les mêmes choses quand on est en train de travailler, de courir partout, que quand on est dans une période de vie plus tranquille, que quand on est en vacances, quand on n'est pas en vacances. Et comme le sommeil change avec l'âge, ben, la libido liée au sommeil peut changer aussi avec l'âge.
D'accord. Mais du coup, parce que là, tout à l'heure, on a dit pourquoi on avait envie de dormir après les rapports, à cause de l'endorphine, c'est ça? Et le Mais du, bien-être que ça donne, ouais. mais du coup, si on fait ça le matin, est-ce qu'on va juste être complètement fatigué pour aller travailler ou est-ce que ça va donner Ça va donner du bien-être. Et Ok. d'ailleurs, c'est la même question qu'on me posait quand je travaillais avec l'INSEP, l'Institut à Paris des sportifs de haut niveau. C'est est-ce Mhm. que faire l'amour avant le sport, est-ce que ça aide ou pas? Eh bien, figurez-vous que chez certaines personnes, ça va donner plutôt une sorte de punch, d'énergie, et chez d'autres personnes, ça va donner plutôt une sorte d'endormissement important. C'est là aussi le conseil pour les sportifs, par exemple. Ils disent est-ce que ça vaut le coup de le faire avant ou pas? Ben, c'est on teste, hein, on teste avant un entraînement et on voit dans quel état on est. L'entraîneur de Globalement, quand Rocky même. Balboa lui interdisait avant les grands matchs de prendre. Voilà. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, à la Coupe du Monde, il y a 3 Coupes du Monde, l'entraîneur de l'équipe de football de l'Afrique du Sud avait interdit à ses joueurs d'avoir des rapports sexuels pendant la Coupe du Monde pour garder leur énergie. Et on n'en sait rien, en fait, certains, oui. Globalement, quand même, les sports qui nécessitent de la concentration, de la tranquillité, genre tir à l'arc, etc., je pense que c'est plutôt bénéfique. Les sports type boxe, rugby, je pense pas que ça soit très bénéfique d'avoir un rapport sexuel un peu avant parce qu'on va être en mode tranquille, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et là il vaut mieux avoir un peu plus de punch d'énergie. Mais c'est vraiment très variable d'une personne à une autre. D'accord. Euh, Merci Gilbert pour cette visite. Là, je vais me retourner vers vous deux parce que il n'y a pas eu beaucoup de questions là-dessus, mais il y en a eu une et moi, ça m'a un petit peu interpellée. C'est une personne qui a dit qu'il s'était réveillé en plein acte sexuel et qui n'avait même pas réalisé qu'il était en train de le faire. Alors, j'ai regardé un petit peu, apparemment, ça s'appelle la sexsomnie. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette chose étrange? Alors, la sexsomnie, ça fait partie des troubles, enfin, des parasomnies, donc on va dire des variantes du sommeil que l'on retrouve dans le somnambulisme. Ok. Globalement, c'est une forme de somnambulisme. Alors, ça prête à sourire, mais il faut savoir que lorsque les personnes sont somnambules, elles n'ont pas forcément conscience de leur environnement. Et j'avais déjà eu une fois une consultation pour un couple de personnes qui étaient très heureux, mais la dame se plaignait des relations sexuelles qu'ils pouvaient avoir au milieu de la nuit. Il y a Parce un que du coup, problème de... c'était pas la même personne, c'était quelqu'un qui était plutôt romantique et elle était plutôt, c'était un peu plus rude comme relation et ça convenait ni à elle qui subissait, ni à lui qui était gêné au réveil parce qu'il s'en rappelait pas. Et donc du coup, on est vraiment dans une forme de somnambulisme. Et donc là, l'idée, c'est de savoir ce qui va pouvoir augmenter les risques de crise de somnambulisme. Donc l'alcool, la privation de sommeil, le sport très intense, la fièvre par exemple. Ça sont des choses qui peuvent accentuer. Si après ça pose pas de problème, bon, voilà, ça c'est autre chose, ça c'est à voir dans le couple. Mais il faut aussi savoir que le somnambule ne se rend pas forcément compte de la personne avec qui il fait l'amour. Donc là, ça veut dire qu'il faut éviter de dormir avec d'autres personnes que sa conjointe ou son conjoint. Je pense notamment quand vous dormez dans des gîtes ou ce genre de choses, surtout dormez dans un sac de couchage bien fermé et éviter d'emmener les enfants dans le lit si jamais ils sont malades, quoi. C'est ça, c'est surtout ça. Voilà. Mais dans ce Ça, je suis cas-là, il d'accord. vaut mieux consulter quand même, parce que même si on peut se protéger de ne pas faire avec d'autres personnes, il y a quand même une question de consentement. Mais est-ce qu'il y a des solutions face à ça? Alors c'est compliqué. On privilégie fortement d'abord les bonnes habitudes de sommeil pour limiter le somnambulisme. Hmm. Après, il existe des traitements, mais qui sont un peu en dehors des AMM et qui pour le coup vont pas forcément AMM, faciliter la libido. Donc ils sont un peu en dehors des autorisations de mise sur le marché. Bon, on connaît le mode de fonctionnement, il n'y a pas de problème. C'est des médicaments très largement utilisés, mais ils peuvent, voilà, vaut mieux éviter les médicaments si on peut s'en passer dans ce cadre-là. Et donc, en fait, éviter l'alcool aussi, si jamais ça arrive trop souvent avec l'alcool. Voilà. On a une idée sur la fréquence des sexsomnies Non, combien de personnes en non, tout parce que c'est un petit peu, ça fait pas, enfin, les gens en parlent peu. J'ai pas d'idée sur la ça doit fréquence. être Non. super tabou comme sujet. Ouais, c'est tabou, Ça- c'est tabou. les partenaires doivent avoir beaucoup de mal, à mon avis, à l'évoquer, à Ouais, consulter.
Et des histoires un peu sombres comme ça de dames de la société assez âgées et qui se masturbaient bruyamment pendant la nuit, et ça avait créé de grandes difficultés dans le couple. Voilà, c'était. Tu en as déjà entendu parler, toi, Gilbert, en consultation? Oui, on a. D'ailleurs, c'est un sujet qui est très perturbant parce que les sexologues s'y intéressent peu en général. Les neurologues, ils considèrent qu'il n'y a pas d'anomalie, donc c'est pas de leur ressort. Les somnologues, comme disait Rémi, on va essayer les méthodes naturelles, etc. Et en consultation, on se rend compte que c'est des personnes qui peuvent être en vraie détresse parce que ce qui se passe le plus souvent, c'est que la personne qui subit l'acte, parce que finalement, c'est comme si on le subissait, les partenaires, souvent, ils finissent par soit filmer, soit enregistrer parce qu'ils disent à leur partenaire, cette nuit, tu as fait ça, 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 et la personne dit, c'est pas possible. Comme disait Rémi, ils s'en souviennent absolument pas, ils en ont pas conscience. Et donc, c'est quelque chose qui est très, très mal vécu, et même par la personne qui le fait en disant, mais j'ai pas envie d'être comme ça. J'ai pas envie de faire subir ça, j'ai pas envie de le vivre. Et donc, on finit quelquefois par utiliser effectivement des thérapeutiques qui sont en dehors des autorisations officielles, mais pour essayer de modifier un peu l'état du fonctionnement pendant la nuit. Et toute la difficulté, c'est justement trouver cet équilibre entre ne pas casser, flinguer la libido, pour que ce couple continue à avoir une vie sexuelle, et alléger le plus possible. Dans mon expérience, les quelques-uns que j'ai eu à prendre en charge, c'est plutôt des modifications, comme disait Rémi, de mode de vie qui ont mieux fonctionné que les médicaments. Réduire le sport très intensif en fin de journée, diminuer la température dans la chambre. C'est ce que tu disais tout à l'heure, des petits trucs comme ça. Baisser vraiment la température, ne pas se chauffer fortement. Parfois, on donne des consignes, des conseils à la partenaire ou au partenaire en disant ben, vous n'êtes pas obligé de subir ça, et donc d'essayer de gérer la situation autrement. Souvent, le plus difficile, c'est d'admettre l'idée que non, la personne n'est vraiment pas consciente de ce qu'elle fait, parce que ça peut vraiment être très mal vécu comme une agression. Que tu disais, Diane, tout à l'heure, l'histoire du consentement est impossible dans ces cas. Agression sexuelle. Et je me permets juste, parce qu'il y a une légende comme ça qui tourne sur il faut surtout pas réveiller un somnambule. En fait, si on dit de surtout pas réveiller un somnambule, c'est pour celui qui réveille, pas celui qui est réveillé. Le somnambule en lui-même, il va pas poser ça va pas avoir de conséquences néfastes sur sa santé. Par contre, s'il vous intègre au rêve comme un agresseur, il va vous gérer comme un agresseur avec une force décuplée et il pourrait être très violent. Donc on peut réveiller un somnambule, mais vaut mieux en tout cas le faire à distance pour éviter toute hétéroagression en tout cas. Avec une grande casserole. Et on filme. Comme ça. D'accord, non, mais je rigole, mais c'est un peu glaçant comme histoire. Ça doit être difficile d'imaginer son ou sa partenaire faire des choses comme ça. Et au final, on doit vraiment douter même de la sincérité. Oui. Et c'est aussi source de plaintes, hein, parce que du coup, là, je le disais, quand la personne dormait, il y a une histoire d'une personne qui avait loupé son train, qui a dormi chez une amie et qui, du coup, a eu une sexomnie. Eh ben, est-ce que c'est une maladie ou est-ce que c'est un viol, quoi? Donc, ça peut, mais en tout cas, les deux l'ont très mal vécu, quoi. Pour la personne qui subit, c'est une agression sexuelle, c'est un viol, et après, pour la personne qui le fait, il y a une question de responsabilité, quoi. Non, mais c'est pour ça que c'est. Et comme il n'y a pas de médicaments, on revient vraiment sur le fait d'améliorer le plus possible l'horloge du sommeil, toutes les petites astuces que Rémi a dit au début, etc. Je dis dans mon expérience, les médicaments ont donné très peu de résultats, c'est plutôt des changements de mode de vie. Je parlais du sport, je parlais de l'alimentation, une digestion pas trop lourde le soir, des choses comme ça a fini par aider c'est le plus efficace de toute façon. Oui. D'accord. Et mais du coup, je me permets encore une fois de prendre la branche sur le sommeil pour pouvoir changer de sujet. On avait pas mal de questions là-dessus. Le sommeil paradoxal, comment ça fonctionne? C'est quoi la différence avec le sommeil profond? Dans quel état notre corps est? Et du coup, si on n'a pas ce sommeil-là, est-ce que ça veut dire qu'on est fatigué? Je posais en une, c'est ma spécialité. L'idée, c'est qu'on va avoir globalement 4 stades de sommeil, les deux sommeils légers de stade 1 et 2.
le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Le sommeil profond, c'est lui qui va permettre de récupérer sur le plan physique, sur le plan musculaire, sur le plan de certaines mémoires. Et c'est dans ces moments-là où on va avoir justement le somnambulisme et les sexsomnies, c'est-à-dire en début de nuit, dans les 3 premières heures du sommeil. C'est ce sommeil-là que l'on va considérer comme étant le plus, enfin, que l'on va considérer comme étant le plus réparateur, on va dire ça. Et ensuite, on va avoir le sommeil paradoxal qui, lui, arrive plutôt en fin de nuit et est plutôt lié à la récupération ou en tout cas à l'équilibre psychique. Et c'est là qu'on va pouvoir refaire passer certaines données de la journée dans nos rêves. C'est pour ça que parfois on a certaines incohérences, mais on revit notre journée pendant ces phases-là. Et ça nous permet aussi de récupérer sur d'autres types de mémoires pendant ce sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, il faut savoir qu'il peut être diminué ou supprimé par certains antidépresseurs, donc ils vont agir justement sur le psychisme, et bien ils vont aussi agir sur le sommeil des rêves. Mais voilà, c'était pour répondre, on a tous normalement du sommeil paradoxal. Et tu peux nous dire pourquoi on l'appelle paradoxal? Les autres, on les appelle lent, semi-lent, profond, et boum, tout d'un coup paradoxal. Le sommeil profond, le sommeil paradoxal, globalement, on va dire pendant le sommeil profond, le cerveau, lui, est bien au repos, les ondes cérébrales sont très amples, très lentes. Tandis que pendant le sommeil paradoxal, le corps va être complètement au repos, complètement, je ne vais pas dire paralysé, mais atonique. Il n'y a plus de mouvement musculaire. Mais à l'inverse, le cerveau, lui, il va tourner à plein régime. En gros, ça nous permet d'éviter de vivre nos rêves. Parce que si on rêve être un chevalier, et si le corps suivait notre rêve, on se baladerait tout nu dans la rue en pensant être un chevalier, ça pourrait poser problème. Et c'est aussi pendant ces phases-là où les seuls muscles qui vont fonctionner, ça va être justement les muscles des yeux, où on va avoir des mouvements oculaires. Et l'érection. Et l'érection. Et l'érection pendant le sommeil paradoxal. Voilà. Gilbert, donc il y a une perche, il l'attrape tout de suite. Voilà. Oh non, sans mauvais jeu de mots, arrêtez. Ouais, bien sûr, on te connaît maintenant, Diane. Attends, parce que du coup, ce que tu dis, Rémi, ça me fait penser à… Est-ce que quand on se réveille pendant le sommeil paradoxal, c'est là qu'il y a des paralysies du sommeil? Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est, nous en dire plus? Parce que c'est pareil, un petit peu étrange. Alors, les paralysies du sommeil, alors ça arrive plus fréquemment lorsqu'il y a de grandes privations de sommeil. Ça arrive plus fréquemment dans certaines pathologies, mais c'est pas obligatoirement un problème pathologique. Et effectivement, c'est plutôt dans une sortie de sommeil paradoxal un peu brutale. Alors, c'est pas très très clair sur le plan physiologique ces histoires de paralysie de sommeil, mais notamment on garde encore cette atonie alors que le cerveau est déjà en train de se réveiller. Et donc, très grossièrement, ça va être ça un peu le mécanisme. C'est ce qui fait qu'on se réveille, on a vraiment l'impression d'être réellement paralysé. Et à ces moments-là, on peut même parfois avoir des hallucinations, parce que le cerveau, il ne sait plus trop si on est dans le sommeil ou si on est déjà réveillé. Ce qu'on appelle, si c'est au réveil, des hallucinations hypnopompiques. Mais il y a ce fameux tableau là, où il y a la petite personne qui est sur la poitrine et qui oppresse avec la sorcière au fond de la chambre. Et ils se sont rendus compte que, je ne sais plus quelle époque c'était, qu'au 18e, il y avait un peintre qui montrait ça dans ses tableaux. Et les personnes qui étaient paralysées du sommeil se disaient, mais c'est exactement ça que je vis la nuit, la présence dans la chambre et l'oppression sur la poitrine. Tout à fait. Donc là, il y avait les deux. Il y avait la paralysie de sommeil et l'hallucination hypnopompique du coup. Ah là là, ça doit vraiment être un enfer. Je connais une personne qui fait ça, elle a vraiment de la peine à dormir parce qu'elle est bloquée avec ce truc-là. Il faut aller vérifier certaines choses, notamment les habitudes de sommeil, et il faut vérifier certaines maladies du sommeil, sans rentrer dans le détail. Ça vaut le coup de consulter, juste pour vérifier. Ça vaut toujours le coup de consulter toutes les personnes qui sont là, quel que soit le problème. Ils ont un problème de dents, un problème de ventre, un problème de sommeil, un problème de santé sexuelle. Ça prend pas beaucoup de temps. Il faut dépasser un peu ce truc-là de moi j'ai un problème, mais bon, je vis avec. C'est vrai. C'est pas que ça. Souvent, et c'est un autre point commun entre les troubles du sommeil et les troubles sexuels, c'est que les personnes qui ont ce type de difficultés ne savent pas qu'ils peuvent consulter, ne savent pas qu'il y a des spécialistes de ça, ne savent pas que c'est des choses qui sont souvent assez simples à résoudre, même si le problème paraît grave ou sévère ou hallucinant parfois à comprendre. Et Rémi disait tout à l'heure, quand on a mal aux dents, on sait qu'on peut aller voir le dentiste, mal au ventre, on sait qu'on peut aller voir le médecin généraliste ou le spécialiste des troubles digestifs. Quand on a des troubles du sommeil, par exemple, le terme somnologue, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent qui savent que ça existe, somnologue.
Et pour les troubles sexuels, on a souvent l'impression que bon, bah, c'est comme ça, faut s'y faire, ou c'est l'âge, bah, ou c'est comme ça, il n'y a pas de solution, etc. Donc, c'est vrai que, d'ailleurs, c'est l'esprit de la plateforme, c'est de pouvoir permettre au plus grand nombre d'accéder à des consultations pour des problèmes de sommeil, problèmes sexuels, parce qu'on n'a pas toujours, on ne sait pas toujours à qui s'adresser et on ne sait pas toujours quel type de solution est disponible. Et oui, on est bien d'accord. J'ai vu qu'on avait reçu quelques questions et il y a une question qu'on a sautée et qui pourtant est intéressante, c'était les échanges entre Mohamed et Pascal, où il disait « Il m'arrive souvent de me rendormir la nuit pour aller aux toilettes et de me réveiller du coup j'imagine, pour aller aux toilettes et j'en profite pour manger. J'ai l'impression que ça m'aide à me rendormir. Est-ce que quand on se lève la nuit, c'est une bonne astuce de manger pour se rendormir ou c'est juste quelque chose de réconfortant alors, moi, je vais plutôt rebondir sur le motif du réveil. Quand c'est Mohamed qui dit qu'il se lève pour aller aux toilettes, quand on a des levées fréquents pour aller aux toilettes la nuit, ça peut être un signe de syndrome d'apnée du sommeil. Donc là, si jamais c'est bien ça, une fois qu'on aura traité le syndrome d'apnée du sommeil, il n'y aura plus de levée pour aller aux toilettes et il n'y aura plus la question de savoir si on mange ou pas. Alors le problème de se lever la nuit pour manger, il faut déjà se poser la question du repas du soir. Est-ce qu'il est suffisamment équilibré? Donc, quand je dis suffisamment équilibré, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de féculents parce que la période de la nuit est la plus longue période sans manger au cours de la journée. Et donc, si on n'a pas suffisamment de sucre lent dans le repas du soir, eh bien, on peut se réveiller un peu fréquemment comme pourrait le faire Mohamed. Et après, il faut aussi se dire que si on mange 3 repas par jour, plus le déjeuner, enfin plus le goûter, plus 3 fois la nuit, à un moment, ça risque de poser un problème de poids aussi. Donc, pourquoi pas, mais alors, faut faire attention. Voilà, c'est ça l'idée. D'ailleurs, pour montrer la complémentarité des spécialités, on est en plein dedans. Un homme de plus de 50-55 ans qui se lève souvent la nuit pour aller uriner, qui n'a pas de syndrome d'apnée de sommeil, c'est-à-dire j'ai été vérifié, j'ai pas ça. À ce moment-là, nous, on pense à éventuelle hypertrophie bénigne de la prostate qui pousse à aller uriner régulièrement. Et dans ces cas-là, c'est le fait de mettre un traitement à visée urinaire. Et une fois de plus, on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on a des difficultés de sommeil, on consulte, on cherche quelles sont les solutions optimales. Par exemple, le fait de manger, oui, ok, si ça aide, mais si le problème, c'est l'apnée de sommeil, bah, tant qu'on n'a pas réglé l'histoire de l'apnée de sommeil, on va continuer à se lever manger la nuit. Ou si le problème est une hypertrophie de la prostate, bah, tant qu'on n'a pas mis le traitement adéquat, pareil, on va continuer à se lever manger la nuit. D'accord. Mais il y a quelque chose, Rémi, qui m'a un peu perturbée dans ce que tu as dit. Tu as dit qu'il fallait manger des sucres lents avant de dormir. Sauf que j'ai l'impression que tout le monde me dit qu'on n'a pas le droit de manger des pâtes le soir. Donc j'aimerais bien savoir. Alors, non, pour le coup, non, les pâtes, les pommes de terre, le riz, le boulgour, en tout cas, il faut des sucres lents en quantité suffisante pour passer la nuit, pas trop importante pour pas stocker et pas prendre de poids, mais c'est plutôt les graisses et les protéines animales type viande rouge qu'il faut éviter le soir. Les graisses vont augmenter la température corporelle et vont donc plutôt rendre difficile l'endormissement, tandis que les protéines sont éveillantes et elles aussi peuvent participer à un mauvais endormissement. Donc les protéines, faites comme les Anglais, mangez-les au petit-déj. Les sucres lents, mangez-les plutôt le soir. Voilà. D'accord. Ah bah écoute, tu nous apprends quelque chose. Enfin, en tout cas, moi, tu m'apprends quelque chose. Et comme on a une bonne qualité de sommeil, le fait d'avoir une bonne qualité de sommeil, ça aide à perdre du poids. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit au début dans les bénéfices. Ah oui, non, c'est vrai. La mauvaise qualité de sommeil est associée à une plus grosse prise de poids. Et quand il y a des problèmes de sommeil, d'apnée du sommeil, on a montré que les gens qui cherchaient à perdre du poids, celles qui n'étaient pas traitées de leur apnée du sommeil perdaient moins de poids que celles qui étaient traitées de leur syndrome d'apnée du sommeil. Exactement. Et tous les programmes qui proposent de perdre du poids s'intéressent à bien dormir, puisqu'on sait qu'une bonne qualité de sommeil va améliorer tout ce qui est sécrétion d'insuline, d'hormones de croissance, qui jouent un rôle dans la prise de poids. Hormones de croissance pour retrouver le sommeil profond. Voilà. Tous les bons les programmes, les régimes, etc., qui s'intéressent juste à réduire les quantités ou à manger que des fruits pendant des semaines, ça ne marche pas. Est-ce que je peux demander, Diane, s'il te plaît, de Rémi, de répondre à la question d'Emmanuel. Emmanuel. Ouais, j'étais en train de la lire. Écoute,
Alors du coup, moi, je dors profondément la nuit, mais au réveil, la tête fait mal, pèse et me détourne de la concentration. Comment expliquer cela? Alors, de la même manière, des maux de tête au réveil, lorsque l'on respire mal la nuit, on va accumuler du dioxyde de carbone, et le dioxyde de carbone va donner mal au crâne, notamment au réveil. Et puis, une fois qu'on sera réveillé, on va re-respirer plus normalement, le dioxyde de carbone va s'évacuer, on va avoir moins de maux de tête. Donc ça peut être signe d'un problème respiratoire pendant le sommeil. Encore une fois, l'apnée du sommeil. Et de manière générale, avoir un mauvais sommeil, que ce soit de l'insomnie, que ce soit le problème du syndrome d'apnée du sommeil ou encore d'autres comme le syndrome des jambes sans repos, ça peut s'accompagner d'un problème de concentration la journée. On a dit, hein, le sommeil sert à récupérer sur le plan de la mémoire et permet une bonne attention. Si on n'a pas un bon sommeil, eh bien, on aura une moins bonne mémoire et une moins bonne concentration. Donc, on peut avoir les deux, syndrome d'apnée de sommeil et des insomnies. En tout cas, là, ça peut être, on peut avoir les deux, on peut avoir et le syndrome d'apnée du sommeil et l'insomnie, tout à fait. L'insomnie peut être source de syndrome d'apnée du sommeil et vice-versa. Ça a l'air compliqué, hein, votre affaire. C'est compliqué à comprendre, mais moi qui connais le travail et le programme qui a été mis en place, c'est pas très compliqué à résoudre. C'est ça. C'est vrai. C'est pour ça qu'on a voulu mettre en place le sommeil en plus sur Charles.co, parce que les liens ils sont tellement étroits, mais au final c'est juste une question de santé générale. Enfin. Là, je vois je me permets, parce qu'on a eu plusieurs fois la question sur la bouche sèche durant le sommeil. Oui. La bouche sèche pendant le sommeil, ça peut être plusieurs facteurs. Alors, il faut voir déjà les traitements de chaque personne. L'hydratation aussi, hein, parce que si on ne boit pas assez pendant la journée, eh bien, on va avoir une sécheresse buccale pendant la nuit. Mais aussi le ronflement. Le ronflement, il génère des vibrations au niveau de la cavité buccale qui peuvent entraîner cet assèchement. Donc, du coup, s'il y a une bouche sèche et un ronflement, bah, l'origine sera possiblement le ronflement. Voilà. Et que l'on peut traiter, on l'a vu. Et d'ailleurs, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Hein. Il faut vraiment boire en continu, prendre des habitudes pour boire un petit peu toute la journée, parce que la soif, c'est déjà qu'on est déshydraté. Donc, c'est genre qu'il faut mettre. Il faut s'hydrater régulièrement. Oui. C'est ça, on conseille en moyenne 1,5 litre d'eau par jour, tout à fait. Et Emmanuel, vous nous posez la question de comment vous organisez pour y remédier. Dans une semaine. Normalement, ce sera possible. Sur Charles.co, on a constitué toute une équipe de médecins experts. Il y a aussi le programme du sommeil. Enfin, voilà, vous pouvez déjà nous écrire sur, je vais vous renvoyer l'adresse mail sur charles@charles.co. Si vous avez des questions pour l'instant, ce n'est pas encore en ligne, mais ça arrive bientôt. Alors, je viens de voir le temps et encore une fois, il passe très très vite. Mais il y a quand même quelques questions que j'aimerais bien encore poser. Je vais encore vous garder un petit peu. Une autre question sur le sommeil, c'est en cas de période de vie fatigante, imaginons beaucoup de sport, un travail stressant, etc. Parce que tu parlais tout à l'heure, Rémi, de la quantité de sommeil. Est-ce que c'est utile d'essayer de dormir plus, même si on n'est pas forcément plus fatigué? Non, globalement, ça va juste générer de l'insomnie. L'idée, c'est qu'il faut dormir le temps dont vous avez besoin. Si vous avez besoin, je vais dire une bêtise, de 7 heures de sommeil, mais que vous passez 9 heures au lit, vous aurez juste 2 heures d'insomnie et pas forcément 2 heures de sommeil en plus. Alors, je vais quand même être moins radical que ça. Lorsque l'on a une activité sportive intense, eh bien, ça peut augmenter le besoin de sommeil, mais on est de l'ordre de la demi-heure, quoi. Et de la même manière, on dort un petit peu plus l'hiver que l'été. C'est toujours parce qu'on est régulé par la lumière, mais on est toujours de l'ordre de la demi-heure, on n'est pas de l'ordre de 2 heures de sommeil en plus. Parce que nous sommes des marmottes en hibernation. Mais Rémi, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que quand tu m'as expliqué, je trouvais ça hyper intéressant, la pression de sommeil et la pression d'éveil. Oui. Et je pense que ça intéresse beaucoup de monde et c'est hyper utile. Ça explique le sommeil d'un coup. Ah bah, j'ai même mon tableau, on peut le refaire derrière si vous voulez. L'idée, c'est que notre sommeil va être régulé par 2 pressions. L'une qui est la pression de sommeil et l'autre qui va être la pression d'éveil. Pour faire assez simple, pourquoi est-ce que l'on s'endort? Eh bien parce que le soir, la nuit, notre pression de sommeil est extrêmement élevée et que notre pression d'éveil en fin de journée, elle diminue.
notre pression de sommeil est donc supérieure, on s'endort. Le matin, pendant la nuit, on va évacuer toute notre pression de sommeil, notre cerveau va se nettoyer et donc on n'aura plus de pression de sommeil au réveil, mais notre pression d'éveil, avec le lever du jour, très grossièrement, va augmenter. Donc notre pression d'éveil est supérieure à notre pression de sommeil, on se réveille. Alors la pression de sommeil, comment ça marche? Plus on dépense d'énergie, plus on reste réveillé, plus on a des déchets qui s'accumulent dans le cerveau, des déchets de l'énergie consommée. Et ces déchets, ils sont somnifères. Donc plus je dépense d'énergie en faisant de l'activité physique, plus j'ai de substances somnifères, moins il faut me prier pour aller me coucher le soir. Et l'horloge biologique, c'est elle qui détermine la période dans la journée dans laquelle on va être en forme, dans laquelle on va pouvoir s'endormir, notamment la petite sieste entre 13 et 15 heures, et la période dans laquelle on va pouvoir réellement dormir le soir, donc plutôt entre 22 et 23 heures en moyenne. Voilà, ça c'est notre horloge biologique qui régule notre sommeil et qui est régulé par la lumière du soleil et déréglé par la lumière des smartphones, ordi, tablettes et téléphones. Voilà. D'accord. C'est un peu la poussée d'Archimède, quoi. Les vases communicants, peut-être, je sais pas. Mais voilà, c'est ça. Ça doit être intéressant quand on a des problèmes de sommeil et qu'on fait des choses la journée. On se dit, tiens, je mets ça dans mon petit sac et puis plus il va grossir, plus j'aurai de la facilité à m'endormir ce soir. Ça peut être intéressant comme image. Oui, alors l'idée c'est de pas penser au sommeil toute la journée parce qu'à l'inverse on va retomber dans le stress de mon Dieu je fais ça pour mon sommeil et ça n'a pas marché. Mais effectivement d'avoir en fait encore comme le dit Gilbert du plaisir hein, souvent donc du plaisir et on va le retrouver en le dépensant par l'activité physique, par les relations sociales et ça va améliorer le sommeil. Et par les relations sexuelles aussi, Gilbert, tu peux le dire. Ouais. Je n'ose plus le dire parce que tu vas encore me dire, ça y est, toutes les perches, je les prends. Ben oui, bien sûr. Alors, je rebondis sur la question, elle est très intéressante de Pierre. Quel est le lien entre syndrome des jambes sans repos et l'insomnie? Le syndrome des jambes sans repos, c'est le fait de ne pas pouvoir rester assis, d'avoir des sensations désagréables dans les jambes et le besoin de bouger. Alors, vous vous doutez bien que si vous avez le besoin de bouger au moment où vous rentrez dans votre lit pour vous endormir, vous ne pouvez pas vous endormir parce que vous êtes obligé de vous lever pour aller marcher. Donc, le syndrome des jambes sans repos est un gros pourvoyeur d'insomnie. Voilà. Et figure-toi, Rémi, qu'il a été démontré que les personnes qui ont un syndrome de jambes sans repos ont plus de risques d'avoir des troubles sexuels. L'explication n'est pas très claire. Est-ce qu'il y a un problème de mauvaise circulation sanguine qui participe là-dedans? Ou est-ce que c'est plutôt, moi, mon impression, c'est qu'il y a au contraire une perturbation du sommeil. Et donc, c'est des personnes qui ont une mauvaise qualité de sommeil associée au syndrome de jambes sans repos. Comme il y a une mauvaise qualité de sommeil, il y a des troubles de libido et sexualité derrière. Mais il a été démontré que les personnes avec syndrome de jambes sans repos sont plus à risque effectivement d'avoir par exemple des troubles érectiles ou troubles de libido. D'accord. Je l'ignorais, mais vu qu'il y a un lien avec l'hyperexcitabilité au niveau de la moelle épinière, c'est pas aberrant. Voilà, c'est ça. D'accord. Et au final, j'ai une question aussi parce qu'on en parle beaucoup, Gilbert, lors des webinaires sur la sexualité. Tu dis que tout aussi est lié à la circulation sanguine. Que l'érection, la libido, etc., c'est lié à la circulation sanguine. Est-ce que du coup, le sommeil, ça favorise la bonne circulation sanguine et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour bien vieillir sexuellement, pour être... Alors, c'est vrai que tout n'est pas lié à la circulation sanguine, mais la circulation sanguine, la micro-circulation sanguine, ce qu'on appelle fonction endothéliale, c'est un des piliers d'une bonne érection parce qu'il faut un très bon remplissage en sang du pénis pour qu'il puisse gonfler et devenir rigide. Il faut vraiment une grosse pression sanguine dans le pénis. Tout n'est pas lié, mais ce fonctionnement vasculaire donc des artères, de la fonction endothéliale est très important. Or, comme on disait tout à l'heure, le fait d'avoir une mauvaise qualité de sommeil va donner des troubles vasculaires, par exemple plus d'hypertension. Or, l'hypertension, c'est à peu près le même problème de la paroi des artères qui perd sa capacité à s'ouvrir correctement. Si les parois des artères s'ouvrent mal au niveau du pénis, on va avoir une mauvaise circulation de sang dans le pénis. Et figurez-vous qu'il a été démontré que quand on commence à développer des problèmes artériels, parfois liés à une mauvaise qualité de sommeil, à des troubles du sommeil, un des premiers symptômes, c'est les troubles érectiles avant même l'apparition de l'hypertension artérielle. Donc, il y a un lien direct là-dessus. Mais ce n'est pas que la circulation sanguine.
quand on veut mettre en place des stratégies pour éviter ce qu'on pourrait appeler le vieillissement masculin, beaucoup de choses ont été faites et travaillées dessus. Rémi disait tout à l'heure, il faut accepter l'idée que à 60 ans, on court moins vite qu'à 20 ans et qu'à 60 ans, on fait l'amour autrement qu'à 20 ans. Et c'est vrai. Et j'ai tendance toujours à dire que pour bien vieillir sexuellement, il faut savoir ce qu'on peut changer pour agir dessus et il faut savoir ce qu'on ne peut pas changer pour s'y adapter. Parmi les choses qu'on peut faire pour retarder le plus possible le vieillissement et en tout cas de bien vivre le vieillissement. L'activité sportive fait partie des choses, la première à retenir, l'activité sportive. La deuxième, c'est le fait de ne pas prendre du poids au niveau du ventre. Alors d'ailleurs, on surveille de plus en plus les personnes, on leur dit non, c'est pas le poids qu'on doit surveiller, c'est le tour de taille. Parce que c'est... Simplement parce que c'est... D'ailleurs, tu vas voir le lien aussi avec le sommeil. Plus on prend du poids au niveau du ventre, plus il y a le risque d'avoir des ronflements et le risque même d'avoir le syndrome d'apnée de sommeil. Il y a même quelques troubles du sommeil qui sont améliorés par la perte de poids au niveau abdominal. Et plus on a du poids au niveau du ventre, plus on va détruire artificiellement notre fonctionnement hormonal de testostérone. Donc l'activité sportive et le fait d'éviter de prendre du poids au niveau du ventre sont les deux premiers piliers. Troisième pilier, une bonne qualité de sommeil, une bonne qualité de sommeil, une bonne qualité de sommeil. Et c'est pas juste parce que c'est le webinaire de ce soir. Toutes les personnes qui sont déjà venues sur Charles savent que quand on consulte pour un trouble sexuel, on pose systématiquement la question, quelle est la qualité de votre sommeil? On s'intéresse à ce point-là parce qu'il joue un rôle très important. Il y a d'autres choses qui peuvent jouer aussi, c'est le fait d'améliorer notre niveau de stress. Ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je peux prendre du recul? Est-ce qu'il y a des méthodes que je peux apprendre pour diminuer le niveau de stress? Parce que le stress est l'ennemi de l'excitation, de la détente, mais aussi parce que le stress fait sécréter dans le corps, par exemple le cortisol et autres, de l'adrénaline, etc., qui vont fermer les artères. C'est pour ça, par exemple, qu'on peut avoir parfois une angine de poitrine ou un infarctus au moment d'un stress très élevé. Je crois que Rémi, tu as dit tout à l'heure que c'est une des causes d'infarctus importante chez les femmes, parce que le stress provoque une fermeture des micro-artères, des artères, donc le sang n'arrive plus dans les zones génitales. Donc si on a activité physique régulière, et quand on dit activité sportive physique, il ne faut pas que les personnes qui écoutent imaginent qu'il faut être champion du monde de sport pour que ça soit bien. Même de la simple marche suffit, mais à condition que ça soit fait régulièrement de façon active. Qu'on surveille l'alimentation et la prise de poids au niveau abdominal et qu'on dort bien, on a déjà fait 90% de ce qu'il y a à faire pour améliorer notre vieillissement et pour bien vieillir. On ne peut pas éviter de vieillir, forcément. Par contre, on peut faire de sorte de bien vieillir sur ces domaines-là. Très bien. On n'a pas parlé dans les problèmes de sexualité, dans le sommeil, mais le tabac et le bien vieillir. Voilà, le tabac n'aide pas le sommeil, le tabac n'aide pas non plus les problèmes de l'érection. Voilà. Et le tabac, d'ailleurs, puisque tu en parles, Rémi, c'est quelque chose qui peut donner, on entend souvent dire que ça donne des troubles du sommeil. Est-ce que c'est uniquement par le biais des ronflements qu'il peut provoquer ou il y a d'autres facteurs? La nicotine est un produit éveillant, donc forcément de ce fait, il peut entraîner des difficultés d'endormissement. Ensuite, il peut y avoir le manque lié au manque de nicotine qui peut entraîner des réveils chez certaines personnes. Et dernière chose, effectivement, le tabac est facteur de risque non, pas facteur, c'est un facteur d'inflammation au niveau des voies aériennes, donc un facteur de risque de ronflement. Voilà. Donc, et l'alcool? L'alcool, ça va être pareil pour l'inflammation, il va être facteur de risque d'inflammation, donc de ronflement. En plus, il va relâcher les muscles, et on a dit, quand les muscles se relâchent, les voies aériennes rétrécissent, ça favorise grandement le ronflement, l'alcool. Et si ça peut faciliter l'endormissement, l'alcool va réveiller en deuxième partie de nuit avec des difficultés pour se réendormir. Et en plus, il va alléger le sommeil. Donc, c'est un faux ami parce qu'il peut donner l'impression de faciliter l'endormissement, mais rend le sommeil moins réparateur et il donne l'insomnie en deuxième partie de nuit. Donc, c'est vraiment un faux ami, il faut l'éviter pour le sommeil. Alcool égale mauvaise qualité de sommeil. C'est ça. D'accord. Écoutez, il nous reste 2 minutes. Alors, avant de conclure, je vais poser une question qui me tient à cœur et qui tient à cœur à la personne qui m'a demandé de la poser. Pourquoi on dit qui dort dîne?
Écoute, pas forcément l'explication parce que du coup, c'est plutôt l'inverse. Quand on dort, on jeûne. Mais je pense que c'est lié justement aux déséquilibres hormonaux qui peuvent influer sur le sujet. On a deux hormones, la leptine et la gréline. L'une qui dit j'ai faim, je stocke, et l'autre qui dit on est à satiété, on n'a plus envie de manger. Et cette deuxième hormone est moins sécrétée quand on dort pas assez ou quand on a des troubles du sommeil. Donc je pense que c'est lié à ça. Avoir un bon sommeil permet de réguler les hormones et d'avoir moins de sensations de faim, de fringales le lendemain. Et en plus, j'ai une petite histoire pour toi parce qu'en fait, moi j'ai entendu que ça vient du Moyen-Âge, au moment où il y avait, tu sais, les gens voyageaient, ils pouvaient s'arrêter dans des tavernes et des gens pouvaient s'arrêter juste pour dormir. Et il y avait à l'extérieur une enseigne en disant qui dort dîne, c'est-à-dire si tu veux dormir, tu manges ici aussi. Donc tu payes ton repas et ta chambre. D'accord, donc ça veut dire que je suis allé chercher très loin un truc qui n'avait rien à voir. Non, merci. Sauf que c'est resté de nos jours. Pourquoi? Parce qu'après, ça a été repris pour les raisons biologiques, pour les raisons scientifiques qu'on a. Mais à l'origine, c'était pour dire, si tu veux une chambre pour dormir cette nuit, tu payes aussi ton repas. Donc, qui dort dîne. Sauf qu'un peu à la fois, on a compris que finalement, c'était pas que pour les voyageurs du Moyen-Âge et qu'il y avait des petits liens biologiques que tu as expliqué juste avant. Alors, donc, un retour au Moyen-Âge juste à la fin de du webinaire. Alors là, vraiment, je crois que c'est une des plus belles conclusions qu'on ait faites. Donc voilà. Extra. Par contre, promis, dans les programmes qu'on fait, on n'est pas au Moyen-Âge, c'est très moderne. Vu la quantité d'articles scientifiques qu'on a dû lire pour le constituer, c'est très moderne. En tout cas, je vais profiter de ces rires et de cette bonne humeur pour vous souhaiter une bonne soirée à tous. Pour remercier chaudement Rémi Lombard. Merci Rémi. Merci à vous. Travailler avec nous sur toutes les questions du sommeil. Donc, comme on vous l'a dit, à partir de la semaine prochaine, vous en saurez plus et on va pouvoir vous donner des vraies solutions pour le sommeil. Je remercie aussi Gilbert. Merci tout le monde. Merci Diane. Travail depuis le début. Merci. Et puis, merci à vous tous d'avoir été présents et présentes. C'était vraiment chouette d'avoir vos questions et on espère que qu'on vous a beaucoup appris. Le replay sera disponible dès demain dans vos boîtes mail et on va aussi le mettre sur la chaîne YouTube. Et sur cette chaîne YouTube, il y a aussi beaucoup de vidéos de Gilbert et bientôt de Rémi. Autre surprise. Et il y a aussi tous les replays de nos anciens webinaires si jamais vous les avez loupés. Et Diane, moi, au nom de tout le monde et de moi, je te remercie pour les webinaires que tu as animés et que tu as fait avec nous, tout le travail que tu fais. Et tu es souvent là à animer et à nous remercier de ce qu'on fait et on a rarement l'occasion de te le dire en retour. Donc, merci beaucoup, Diane, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait. Merci beaucoup, Diane. On fera un webinaire sur le rougissement la prochaine fois. Merci à tous. En tout cas, passez une très bonne soirée. Au revoir tout le monde. Au revoir, bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir.